Madame, Monsieur, bonsoir pour ce second épisode de notre série rétrospective 2023, cap sur le sud, direction l'Afrique subsaharienne. Que fallait-il retenir de 2023 et comment ces événements majeurs peuvent-ils façonner l'avenir des pays africains et plus largement, quelles sont les tendances nouvelles ? Alors, coup d'État ou changement inconstitutionnel selon le jargon de l'Union africaine, montée de l'extrémisme violent, guerres internes, montée du sentiment anti-français et divergence au sein des 54 pays de l'Afrique. Bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année 2023 qui touche bientôt à sa fin a été mouvementée et que de facto, des changements profonds sont à observer. Pour certains, l'Afrique subit les effets des fragmentations et de la refonte de l'ordre mondial. En tout cas, la couleur a clairement été annoncée lors du deuxième sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. L'Occident, qui a imposé depuis des décennies son modèle de démocratie ou de la démocratie, se heurte désormais à une Afrique qui impose son veto à la démocratie importée avec, et c'est une nouveauté cette année, l'appui et le soutien des populations africaines. Pour débattre des événements phares qui auront marqué cette année sur notre continent notamment et leurs effets potentiels sur les mois à venir. Je reçois aujourd'hui l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir Madame Khadija. Bienvenue Merci encore une fois sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face, c'est un plaisir renouvelé de l'accueillir, l'expert en relations internationales, professeur justement de cette discipline à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Aboudahab. Merci. Merci Madame Khadija. Barakallah fik, lak barbik. Se joint à nous cette fois depuis Abu Dhabi et c'est une joie aussi que de l'accueillir à nouveau, Mohamed Badjil Yatioui, professeur d'études stratégiques au Collège de défense de Abu Dhabi. Bonsoir professeur Badjil Yatioui et bienvenue à vous également. Marhaba. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci à vous de répondre à nos questions et il y en a beaucoup aujourd'hui, donc on va essayer, même si l'exercice est un peu difficile, de parler de tous les changements et aussi surtout leurs impacts en 52 minutes. Enfin, en un an, il s'est passé tellement de choses, mais en tout cas, on va commencer par un premier tour de table et on va finir par le même. On va d'abord commencer par un premier tour de table et cette carte de l'Afrique qui va être projetée. Si on devait parler de cette année 2023, messieurs, elle est sous le signe 2. Zakaria Aboudahab, pour notre continent africain. Ce sont, à mon sens, des reconfigurations qui expriment des mouvements de fond, ça et là. Et puis voilà, comme souvent, Madame Khadija, vous nous recommandez de faire un peu de pédagogie. C'est pour ça que j'ai commencé par vous. Absolument. Il y a aussi les Afriques, géographiquement, c'est 5 régions. C'est l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire la corne de l'Afrique. C'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique australe. Donc c'est l'Afrique, on va dire, du Sud de façon générale. Ce n'est pas uniquement le pays. Mais par ailleurs, il y a ce qu'on appelle les communautés économiques au nombre de 8. Mais c'est également un continent, certes, qui regorge de richesses, de potentialités humaines, démographiques et ainsi de suite. Mais c'est un continent qui est aussi convoité et qui est au centre des projections mondiales de grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie, ainsi que d'autres de taille moyenne comme la Turquie, voire la Corée du Sud, l'Iran et ainsi de suite. Et nous avons remarqué en 2022-2023 qu'il y a quand même du mouvement. Vous avez commencé par rappeler ces changements de fond sur le plan constitutionnel politique qui ont touché pas mal de pays de l'Afrique subsaharienne, notamment la région du Sahel. Moi, je crois qu'il faut mettre véritablement le curseur géopolitique sur cette région-là. Et déjà, il y a une espèce de fissuration qui a concerné ces pays-là, notamment le Mali, Burkina Faso et le Niger. On peut parler du Tchad aussi, qui se prépare à des élections. Nous allons y venir. On peut parler de la Mauritanie. Mais grosso modo, vous m'avez demandé la question, posé la question. Je pense que ce sont des reconfigurations qui expriment des mouvements de fond et nous devons chercher à déterminer quels sont un peu les contours de ces changements qui touchent notre continent. Reconfiguration et fragmentation, c'est ce que je retiens. Colonel Saoud. Bien, 2023 a connu beaucoup de changements. Vous avez évoqué évidemment les changements inconstitutionnels de manière euphémiste, comme l'exprime l'Union africaine. Il y a des bouleversements à l'intérieur des dispositifs de sécurité dans la région. Barkhane qui s'en va, les missions des Nations Unies qui s'en vont.
le nord du Mali qui revient avec certains mouvements dits séparatistes. Et il y a évidemment le terrorisme qui continue à métastaser à la faveur de ces zones grises. Et ce terrorisme lorgne sur l'Atlantique. Et c'est, à mon avis, la chose la plus grave pour cette année. Si le terrorisme se croise avec la piraterie, l'Afrique aura évidemment beaucoup de problèmes à contenir. Les changements inconstitutionnels dans les États qu'on sait, et évidemment, paradoxalement soutenus par la population, une transition qui est fixée à des échelons qui paraissent à l'Union africaine assez longs. Il y a évidemment les pays de la CEDEAO qui, bon an, mal an, essayent de contenir cette crise et n'y arrivent pas, en dépit de menaces d'intervention. Le G5 Sahel, qui n'est plus un G5, c'est une opération qui était initialement faite pour sécuriser et développer et n'a réussi ni l'une ni l'autre. Des velléités séparatistes qui se manifestent de plus en plus, qui risquent également de croiser le terrorisme. Et cette notion, séparatisme, terrorisme en 2023, elle a pris sa réelle dimension, même au sein des Nations Unies, au sein de certaines coalitions, et qui est notamment la rencontre interministérielle de Marrakech. Mm-hmm. Le Maroc, dans sa profondeur africaine, a organisé beaucoup de forums relatifs à l'Afrique, mais l'Afrique reste encore évidemment très convoitée. Mais j'ai l'impression, comme disait quelqu'un, qu'il y a cette ruée vers l'Afrique comme un panier de crabes. Tout le monde cherche des trésors, et il y en a, et on continue quand même à avoir cette volonté de faire l'économie sur de la matière première dont on n'a jamais posé la question de la pérennité. Très bien. Ce que je retiens, bouleversement sécuritaire, terrorisme, séparatisme. Et encore une fois, vous rejoignez aussi ce que disait professeur Abou Dahab sur cette Afrique qui est convoitée, sur ces richesses qui sont très présentes sous les sols, mais qui ne profitent pas nécessairement à ceux qui marchent sur ces mêmes sols. Je vais clore le tour de table avec vous, Mohamed Badine Liatioui. 2023 pour vous, et tout ce que vous avez observé, si on peut peut-être synthétiser cette année, elle serait sous quel signe pour vous, 2023 ? Très bien dit mes collègues, et pour ne pas répéter leurs propos, on est face à une situation avec un continent africain qui est convoité plus que jamais, une volonté et un souhait de gouvernance chez un certain nombre d'acteurs nationaux. On a vu les différentes crises dont on va pouvoir parler, internes à certains pays. Donc une quête de gouvernance nationale, une situation nouvelle, une étape nouvelle pour beaucoup de pays qui finalement sont en train de clore le chapitre post-indépendance qui a commencé en 1960 pour beaucoup d'entre eux. Et on a une volonté de créer une véritable gouvernance régionale avec ces ensembles régionaux, une gouvernance continentale. On part du projet de zone de libre-échange au niveau africain, qui est aussi quelque chose de très important. Et puis, si on continue à dézoomer, j'ai envie de dire, le Sud global aura besoin de l'Afrique. On voit que l'Amérique latine a créé aussi tout un tas de mécanismes régionaux au cours des dernières décennies, les Asiatiques aussi. Il y a des leaders régionaux qui se sont détachés en Amérique latine et en Asie. En Afrique, on a besoin de leaders régionaux. Le Maroc peut être, bien entendu, parmi les prétendants légitimes. Et il va falloir structurer tout ça. Donc, on voit qu'il faut une vision, une gouvernance claire de ces projets pour pouvoir permettre à l'Afrique de tirer profit de ses ressources pour les Africains, tout d'abord, et de se placer dans la compétition internationale avec une globalisation qui est, elle aussi, chamboulée depuis le Covid
et ses conséquences, la guerre Russie-Ukraine, le conflit israélo-palestinien, les BRICS qui s'élargissent. L'Afrique a un rôle à jouer. On voit que notamment on a 2 pays africains qui ont rejoint les BRICS+. Donc à voir comment tout cela va se faire. Le Maroc qui propose une nouvelle vision de sa, on va dire, identité atlantique. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place et il va falloir structurer tout cela pour que les Africains, en tant que pays, et aussi les Africains en tant que peuple, puissent jouer un rôle face à des acteurs, on va dire, traditionnels, on pense notamment à la France, qui sont en train d'être mis de côté directement ou indirectement depuis plusieurs années maintenant. Donc il va falloir ouvrir un nouveau chapitre, trouver les mécanismes de coopération sud-sud, mais aussi les nouveaux mécanismes de coopération entre l'Afrique et les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et les puissances moyennes qui ont été évoquées, notamment par exemple la Turquie hors Afrique, ou bien certains pays du Golfe qui cherchent eux aussi à jouer un rôle de plus en plus important. Et il ne faut pas oublier une chose qui est très importante pour nous, en tant que Marocains, et aussi pour l'Afrique de l'Ouest, ça va être le rôle que va chercher à jouer de plus en plus le Brésil de Lula. On voit qu'avec le retour de Lula, il y a cette volonté aussi de développer de plus en plus de liens avec l'Afrique. Mmh. Alors, ce que je retiens de votre intervention, c'est leadership et gouvernance, donc gouvernance régionale, leadership continental, et ce nouveau chapitre. Mais ce qui est intéressant, j'aimerais bien qu'on termine aussi ce débat, messieurs, cette discussion que nous avons ce soir sur cette année 2023 en Afrique, sur justement les projections pour 2024, sous quel signe elles seront. Mais avant, on va aller un peu dans le détail. Vous avez parlé tout à l'heure de cette logique géographique, ou en tout cas de ces zones en Afrique. On a l'Afrique du Nord, l'Ouest, la Corne de l'Afrique. Bon, alors, c'est pour une logique géographique, donc par l'Afrique du Nord, et par coïncidence, c'est aussi chronologique, parce que c'est tout récent. Abdel Fattah al-Sisi, qui a été réélu en Égypte, le président égyptien, donc, pour rappel, a remporté l'élection présidentielle avec 89,6%, un nouveau mandat de 6 ans, normalement le dernier selon la constitution égyptienne, parce que c'est le 3e donc pour Abdel Fattah al-Sisi. Un mot, peut-être un commentaire sur cette élection, et est-ce que finalement c'est une surprise? Non. Ce n'était pas une surprise, pour au moins 2 raisons majeures. La première, c'est qu'il n'y avait pas une véritable compétition politique, dans le sens où un opposant, je pense c'est M. Tantawi, on lui a refusé de se présenter. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle. En tout cas, il n'a pas pu être véritablement le candidat potentiel qui pourrait damer le pion, comme on dit, à M. Abdel Fattah al-Sisi, qui, il faut le rappeler, est venu à partir de 2013-2014 dans les circonstances qu'on connaît. Deuxième élément, c'est que les 3 autres qui étaient en lice n'étaient pas connus. D'ailleurs, ça se voit en lisant les résultats électoraux. Mais véritablement un écart immense entre le premier, M. Abdel Fattah, et les 3 autres candidats. Parfois, un écart de 78% de... Est-ce que c'est pas spécifique à l'Afrique, justement, qu'on voit... Il est blasé, Hassan Saoud. Ouais, non, mais bon. Mais bon. Non, mais c'est vrai, parce que 89,6% c'est énorme. Pour une victoire, mais c'est très propre à l'Afrique. Mais je vais vous dire une chose. Bon, Madame Khadija, j'ai écouté M. Sisi le jour même de cette victoire, qui pour lui est une épopée, et qui véritablement, ça permettrait aussi pour les Égyptiens, surtout dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas, entre Israël et les Palestiniens. Et deuxièmement, le président de la commission qui était chargé de superviser ces élections-là. Il y a eu tout un narratif, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à cette étape. Mais je voulais dire aussi que peut-être M. Sisi, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, est l'homme de la situation. On a dit peut-être la même chose il y a presque 1 an pour M. Erdogan, au moment des élections. Oui, mais bon, parce Turquie. que quand on voit, par exemple, un Teodoro Obiang, équato-guinéen, qui a 44 ans au pouvoir, Paul Biya, pas très loin, 4 décennies aussi, Denis Sassou Nguesso, 26 ans, Paul Kagame, 23 ans pour le Rwanda, et j'en passe. Donc, est-ce que, finalement, il ne déroge pas à la règle, Abdel Fattah al-Sisi, règle africaine? Alors,
ça me rappelle un livre très intéressant de Guillaume Pompu-Chivonda. On est un peu plus influencé par les doctrines étrangères, mais il y a aussi une doctrine africaine qui parlait un peu des structures sociologiques de l'État africain de façon générale, tout en mettant l'accent sur la question du tribalisme, les chefferies, les allégeances. Et donc, on a besoin, à mon avis, parfois, de changer un peu de paradigme et de logiciel quand il s'agit d'interpréter les résultats des élections en terre africaine. Il y a des ressemblances, il y a des divergences, etc., etc. Mais pour nous, le plus important, à mon avis, je crois, c'est le message de Sa Majesté le Roi qui a été adressé à M. Sissi pour le féliciter à propos de ce 3e mandat arraché de haute main et en même temps qui permettrait à l'Égypte de traverser ces turbulences. Parce que n'oublions pas, l'Égypte, c'est un surendettement. C'est une inflation galopante, une puissance démographique qui dépasse les 100 millions d'individus, etc. D'évaluation de la monnaie, etc. Absolument. Etc. Et puis, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est Mohamed d'Abu Dhabi, quand il a parlé de l'adhésion de l'Égypte au BRICS+, donc à partir du 1er janvier 2024, ce qui se passe aujourd'hui au niveau des frontières avec l'État palestinien, avec Israël, etc. Non, mais c'est le canal de Suez qui... Le canal et la mer Rouge. Le canal de Suez, à cause de la suspension de 4 des 5 plus gros transporteurs mondiaux de passage par le canal de Suez, va coûter très très cher à l'Égypte, on ne le dit pas assez. Et donc les frères musulmans, aujourd'hui, qui étaient la principale force politique d'opposition, aujourd'hui, je pense, elle est neutralisée, on ne peut pas dire autre chose. Voilà ce qu'on peut dire. Mais c'est intéressant, parce que ce que je retiens aussi, comme ça, je synthétise un peu pour nos téléspectateurs, c'est un changement de paradigme un peu, et de cette vision de la démocratie, colonel Saoud. Vous avez tout à l'heure souri quand vous avez parlé de ces changements inconstitutionnels. Oui. Donc là, l'Égypte, on en a parlé. On va parler des coups d'État, putsch... changement inconstitutionnel, c'est à l'Union africaine qu'on dit cela. C'est la charte de l'Union. On ne dit pas. On ne dit pas coup d'État dans la charte de l'Union africaine. Les changements inconstitutionnels. C'est un article déjà. Bon, alors, est-ce qu'on peut peut-être revoir les pays où il y a eu des changements inconstitutionnels Saoud, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Soudan, la guerre au Soudan, et plus récemment donc au Niger, au Tchad, c'est différent. Mais pas vraiment. Gabon. Et bien naturellement le Gabon. On n'est pas dans les mêmes... pardon de compléter un tableau sans vouloir retarder. Non. 2023 en Afrique, situation humanitaire dramatique, beaucoup de déplacés. Et ça a augmenté, on est presque à 46% de déplacés dans le monde. Wow. Avec toutes les conséquences sur les enfants, les femmes, etc. Et ça, il faut quand même le signaler. Vous faites bien de le faire. Et ça continue. Effectivement. Et pour ce qui est des élections en Égypte, je pense que la conjoncture difficile, les événements en Ukraine, les événements Hamas, Israël, le problème avec le Soudan, problème avec l'Éthiopie, on commence à d'ailleurs, l'une des premières décisions qui a été prise par le président sortant et réélu, c'est l'Éthiopie. Et c'est cette question de l'eau. Et c'est existentiel, c'est vital pour eux. Et donc, je pense que le fait de continuer avec le même, c'est rassurant. Ceci dit... Pour d'autres pays, on a choisi que ce n'est pas le même qui continuera son... Vous savez, vous connaissez la loi du guépard. Non, je ne la connais pas. Tout changer pour que rien ne change. C'est ça la loi du guépard. Donc ça, c'est une marque de fabrique. Il n'y a pas ce roulement des élites, il n'y a pas ce... Est-ce que c'est ce qui fait que les populations aussi... Je vous ramène vers les coups d'État et les changements constitutionnels. Ces coups d'État ont été soutenus, applaudis, célébrés par les populations. Burkina, au Mali. Pas que, madame, mais aussi exacerbés par une puissance, par la Russie, qui a fait un travail ils ont fait un travail de sape numérique à partir de la République centrafricaine. La France vient de s'en rendre compte.
C'est un peu en retard. Oui, comme d'habitude. Légèrement. Pas d'anticipation, mais ils Mais savent. qu'est-ce qu'ils font les services de renseignement français pour ne pas voir venir cela? Voilà. Quand même, parce que c'est gros. Si on voit que les populations sont impactées par une puissance en plus à l'opposé, ou je ne veux pas dire ennemi, hein, mais on voit rien. Oui, et Wagner, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était une unité militaire du Kremlin, du Kremlin et de l'armée russe, mais qui ont fait aussi de la guerre informationnelle, le discrédit des puissances existantes, et ça a marché. Et vous avez vu dans les manifestations, Madame Khadija, les drapeaux russes. Oui. Partout. Il y avait des drapeaux. Donc, il y avait de la manipulation qui a marché face à cette passivité française. On voit le résultat, un déclassement géopolitique français dans cette zone francophone. Et j'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on parle de changement inconstitutionnel dans l'Afrique anglophone, madame? Non, c'est fini tout ça. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que c'est des réminiscences qui ont existé depuis très longtemps. Est-ce que c'est le point commun, justement? Qu'est-ce qui explique, justement, ces coups d'État au changement inconstitutionnel? Et ont d'autres termes? Est-ce qu'ils ont un point en commun? Outre la géographie ou il y a la proximité géographique. La proximité, merci. La proximité géographique. Absolument. Mais, et aussi la jeunesse des cadres qui ont fait ces changements inconstitutionnels. C'est des jeunes officiers qui sont dans un autre temps. Et certainement que une bonne partie a fait ses études dans la Fédération de Russie. Donc il y a tous ces éléments-là qui ont fait que ça a été facilité. Et le cas du Niger est particulier. Les autres cas, c'est des coups d'État dans les coups d'État. Et des transitions qui durent. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent pourquoi le cas du Niger est particulier, colonel Saoud. Parce que semble-t-il que le président a été élu démocratiquement. C'est ce que l'Occident dit, notamment la France, et que, évidemment, tout est derrière nous, là. Est-ce qu'il y a un retour en arrière? C'est impossible. Maintenant, on parle de transition. Quand, comment et quels seront les acteurs? J'ose penser que, et j'ose espérer aussi que les militaires, une fois que la transition se termine, retournent dans leurs casernes. Parce qu'il y a cette tendance lourde, une fois qu'on troque l'uniforme avec la tenue civile, on a du mal à retourner dans les casernes. Oui, en effet. Vous l'avez dit d'ailleurs dans cette même émission, colonel Saoud. Bon, alors, puisqu'on parle des casernes, Wagner, on va pas parler de tout cela sans vous avez évoqué Wagner. Mohamed Badine Yatioui, ma question est la suivante. Est-ce que la France est out pour de bon? Et surtout, quelle alternative se profile pour soit un retour de la France peut-être différent, via peut-être une partie tierce, et sinon, qui va la remplacer? Bon, 3 questions en une, mais je crois en votre... de synthèse. En votre talent, exactement, de synthèse. Bon. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la France, il y a un élément structurel qui est en train de prendre fin, c'est ce qu'on appelait la France-Afrique, qui a évolué. Il y a eu la France-Afrique avec Foccart, à l'époque de Gaulle et Pompidou. Ensuite, Mitterrand a essayé d'apporter sa propre touche. Puis il y a eu le discours de La Baule, où il a incité, pour ne pas dire plus, les Africains à se démocratiser et à sortir des régimes de parti unique qui étaient nés au moment de l'indépendance. Et en fait, on arrive à la fin de tout ça. Donc ça, on a eu en gros 60 ans post-indépendance avec la France qui continuait de maintenir une influence, pour ne pas dire plus, dans ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. Ça lui permettait de maintenir et de garder un certain prestige, notamment en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Il y avait une espèce d'arrangement comme ça où c'était toujours la France qui s'occupait de ces dossiers-là. Des accords de sécurité qui étaient signés avec les différents régimes en place.
Et là, on arrive à la fin, comme l'a très bien dit le colonel, on a maintenant un changement générationnel, on a 60 années qui sont passées, on a de nouveaux acteurs, notamment les Russes à travers Wagner, on a les Chinois d'un point de vue économique, on a les Indiens qui cherchent à s'implanter, les Turcs qui, par tous les moyens, veulent y entrer. Et là, on arrive sur des éléments plus conjoncturels qui sont en fait liés à la présidence d'Emmanuel Macron. On pourrait remonter un petit peu avant, mais avec Emmanuel Macron, puisque là, il fait 2 mandats, il est on va dire en début de 2e mandat, il y a une forme de continuité et on a un échec qui est lié, je pense, à déjà un problème de centralisation au niveau de l'Élysée, de la prise de décision, et un manque d'expertise, un manque d'écoute vis-à-vis des véritables connaisseurs de l'Afrique au Quai d'Orsay, et le changement générationnel que l'on voit dans les pays du Sahel où il y a eu ces changements inconstitutionnels ou ces coups d'État, c'est selon. On a aussi un véritable problème, je pense, générationnel aussi en France. C'est-à-dire qu'avec le président Macron, on a un certain nombre de personnes qui viennent du Quai d'Orsay ou pas, des hauts fonctionnaires qui ont pris des places très importantes. On voit d'ailleurs que le directeur de la direction Afrique, M. Bigot, a été débarqué il y a quelques jours. Donc ça prouve aussi qu'il y a des changements en cours. Emmanuel Macron va essayer de faire porter le chapeau au Quai d'Orsay, mais on sait très bien que en fait, le Quai d'Orsay a souvent été marginalisé. Et ça a un lien aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure, Khadija, comment les renseignements français, notamment la DGSE, peuvent ne pas savoir. La DGSE savait ce qui se passait. Mais le problème, c'est que quand vous avez le Quai d'Orsay d'un côté qui n'est pas écouté, la DGSE de l'autre qui ne l'est pas non plus, et l'Élysée qui pilote, on va dire un peu comme ça à vue, ben on a ce genre de problème et on l'a vu avec le cas Est-ce que ce n'est pas un point en commun? Parce que vous avez parlé de changement générationnel. Est-ce que c'est aussi à cause de ce changement générationnel de l'approche française? Puis on clôt ce chapitre de la France en Afrique, pour ne pas dire la France-Afrique. Parce que là, c'est un changement générationnel. Donc c'est la jeunesse un peu qui a pris les commandes, littéralement. Et ce sont les jeunes qui sortent dans les rues pour applaudir ces coups d'État au changement inconstitutionnel. Et c'est un peu la même chose aussi qui se passe. Est-ce que finalement le rajeunissement de cette élite qui porte la diplomatie française ne lui a pas porté préjudice? Elle lui a porté préjudice dans le sens où, non pas uniquement parce qu'elle est jeune, mais aussi parce qu'elle ne connaît pas l'Afrique. C'est-à-dire qu'on part de présupposés, on a des technocrates qui sont bien formés à l'ENA, etc., mais qui ne connaissent pas la réalité de l'Afrique, qui ne connaissent pas son histoire, qui ne connaissent pas sa sociologie, qui ne connaissent pas aussi les rapports de force qui peuvent exister. Donc ça pose un véritable problème. Très bien. Bon, alors, on a parlé justement de la situation de ces coups d'État. Donc, juste pour rappel, le Burkina, c'est tout récent, c'est une tentative d'échouer quand même, en septembre dernier. Le Tchad, 2 ans et demi de régime militaire. Donc, on dit qu'on a annoncé tout récemment la promesse de revenir au pouvoir des civils après 2 ans et demi, donc pas pour tout de suite, mais pour fin 2024. Le Gabon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ils ont aussi annoncé la tenue d'élections, mais pour 2025, ils sont encore... Même si on ne peut pas vraiment... Le cas du Gabon est différent, professeur Abou Dahab. Il est différent dans le sens... C'est pas vraiment l'armée, c'est la garde présidentielle. Oui, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des élections, on avait annoncé la victoire de M. Bongo, et puis la nuit même, il y a l'intervention de l'armée, de quelqu'un d'ailleurs qu'on connaît très bien pour être formé à l'académie militaire de Meknès. Mais c'est une révolution, moi je dirais c'est un changement dans l'ordre, si vous voulez. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et il me semblait même que c'était une sorte de modus operandi, parce qu'on savait que M. Bongo, physiquement, ne pouvait pas réellement exercer le pouvoir depuis 2018. Mais il a insisté pour se représenter. Ben oui, et ça, c'est l'entourage. Est-ce que c'est l'entourage interne ou l'entourage étranger? De proximité, l'entourage de proximité, immédiat. Mais parfois, vous savez, c'est une question de pouvoir que je prononce avec un P majuscule. Parfois, il y a une espèce d'enfermement dans une sorte de bulle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des aspirations populaires, et je crois que ça a été acclamé, le changement. D'ailleurs, ce qu'on peut retenir du Gabon, qui est un pays très riche, un pays pétrolier, mais qui n'atteint pas son optimum,
Nous avons de très bonnes relations, évidemment, avec ce pays de l'Afrique centrale. Ce qui est intéressant pour le Maroc aussi, Oui, c'est que effectivement, le Maroc maintient des relations solides qui ne sont pas basées sur le dirigeant. Oui. C'est-à-dire qui dirige le pays. Il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il y a une réelle, et on le sent, une réelle coopération entre les institutions marocaines d'un côté et les 53 autres institutions qui composent l'Afrique, avec bien sûr des degrés différents de coopération, comme on les connaît. On n'a pas le temps de toutes les avec la non-ingérence qui est une marque de fabrique marocaine. Voilà. Et en général, vous savez, quand on suit les réactions marocaines, quand il y a des changements, alors on va les appeler comme on veut, inconstitutionnels ou pas, mais je l'ai dit tout à l'heure, structurellement, l'État africain qui est très jeune, à l'exception de pays comme le Maroc, la Tunisie aussi, c'est très ancien, l'Égypte. Mais je parle de l'Afrique subsaharienne de façon générale, même si parfois on est un peu, non pas critiqué, mais certains, surtout les approches anglo-saxonnes, disent pourquoi vous séparez l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Bon, ça c'est un autre débat. Mais regardez, les réactions marocaines sont toujours des réactions de modération et de sagesse. C'est-à-dire, on n'applaudit pas un changement quel qu'il soit, on ne félicite pas le nouveau venu, mais l'essentiel, c'est de préserver les relations, protéger les Marocains qui y vivent, et en même temps préserver le socle de relations multiples, parce que nous sommes, vous l'avez dit si bien dit Madame Khadija, la continuité institutionnelle. Exact. Vous avez parlé des communautés régionales. Bon, vous avez parlé des communautés régionales d'Amérique latine, il me semble, n'est-ce pas, aussi d'Asie. Il y a des communautés régionales aujourd'hui en Afrique qui sont beaucoup plus anciennes que celles de l'Asie ou ailleurs, mais qui ont du mal en tout cas à donner des résultats concrets pour les populations. Cela dit, quand il y a des changements inconstitutionnels, eh bien, c'est direct la carte des sanctions. Oui. Ce qui est très... D'ailleurs, vous avez parlé du Gabon, la communauté à laquelle aussi appartient le Gabon, c'est cette communauté des États de l'Afrique centrale, la CEAC, maintient la suspension du Gabon, donc après justement le renversement du président. Pareil, le Niger, il y a eu cette la CEDEAO, cette menace. Exact, cette menace, il y a eu des divergences, notamment avec le président nigérian. Bon, en tout cas, colonel Saoud, est-ce que ces communautés sortent un peu de leur registre économique pour justement s'ingérer dans des registres qui ne les concernent pas finalement? En quoi? Si, madame. En quoi un changement constitutionnel compose ou la peut... Je pose la question. Hein. Parce qu'il y a la charte de l'Union africaine, laquelle charte s'applique aux communautés économiques régionales. Et la CEDEAO, par exemple, en l'espèce, ou la CEAC, en l'espèce, ont le droit, compte tenu de cette régionalisation très avancée, de prendre les mesures nécessaires pour ça. C'est dans les textes. Ils n'ont rien inventé. Maintenant, est-ce que c'est efficient, est-ce que c'est efficace? On voit le résultat. Ni l'Union africaine, ni les communautés économiques régionales, et à l'intérieur même des communautés économiques régionales, tous les pays ne sont pas d'accord. Vous savez, ce problème des communautés économiques régionales sur lesquelles nous avons travaillé avec Abu Dhab, c'est de la redondance inutile. C'est vrai. Il y a 5 communautés économiques régionales. Là, on essaye de parler d'intégration régionale, qu'il faut augmenter cet indice d'intégration régionale. C'est ça le but. Nous sommes le continent le moins intégré économiquement dans le monde. 6-7%. Même pas. Et donc, c'est ça. Et quand vous voyez ce qui se fait avec l'étranger, c'est inadmissible. Et Sa Majesté en a parlé, évidemment, sur l'intégration régionale comme élément de développement dans tous ses discours. Et donc, ils ont un rôle politique, ils ont un rôle économique, ils ont un rôle de coordination au sein des pays, mais finalement, les sanctions, qui les écoutent. La population... Bon, qui les écoutent, qui les subissent, c'est les populations. Hein. Oui, mais parce que quand on impose des sanctions au Burkina Faso, Khadija, déjà le pays est très pauvre, déjà la population, il y a beaucoup de déplacés, et quand on vient, en plus, on assomme cette population avec des sanctions économiques,
Enfin, je veux dire, de toute façon, ça ne va pas changer, hein, ça ne va pas constitutionnaliser le pouvoir pris par soit la junte ou les militaires. Ou Il y a même dans les textes la possibilité, la probabilité d'intervention militaire. Vous vous rendez compte? Oui, c'est une autre histoire. Voilà. Ouais, puisqu'on parle de groupes justement régionaux et d'alliances, il y a cette alliance, et là je vous interpelle, si vous êtes l'expert en stratégie et en sécurité, l'alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est un nouveau G5, mais made in Africa, made in Sahel? Vous voulez parler du SENSAD? Non, de cette alliance des États du Sahel, créée à Abuja, exact, le 16 septembre 2023. Oui. Donc, Niger, Mali, Burkina. Mais c'est ça, c'est les trois. Oui, où les trois. Où il y a eu les putsch. Oui, c'est cela, voilà. Donc, c'est la solidarité de ceux qui ont fait des coups d'État. Solidarité, venir au secours. Mais c'est une alliance, de mon point de vue, très fragile, inopérante et inefficace. Inefficace même pour la lutte contre le terrorisme, en sachant que ce sont Absolument. ces pays-là qui, vraiment, Absolument. qui se battent contre ce fléau du terrorisme principalement. C'est le Sahel. Dans ces trois pays, il y a beaucoup plus de zones grises où le terrorisme gère des populations. C'est des pays qui ne font pas leur travail régalien de protection des populations et des territoires. C'est là, dans cette corne-là, de ce qu'on appelle le triangle terroriste, c'est à la frontière de ces trois pays. C'est pour cela que beaucoup de gens se posent la question, au lieu de s'occuper du terrorisme, on s'occupe de faire des coups d'État. Et si on s'occupait du développement? Oui, mais la question dans notre continent, notamment dans cette zone-là, on n'a pas répondu à cette question. Faut-il sécuriser par le développement ou développer par la sécurité? En tout cas, le Maroc, bien sûr, sous le leadership, j'ai envie de dire bienveillant, hein, de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et ce discours d'ailleurs du 6 novembre dernier à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte, c'est cette annonce qui a été faite d'ouvrir la façade atlantique, une fenêtre atlantique pour les pays du Sahel. Donc indirectement, c'est pour ça que je vous ai interpellé sur le développement, indirectement, on appelle à développer, on appelle à ouvrir au lieu d'enfermer déjà une zone déjà... C'est pour ça que je parlais de bienveillance, une zone qui est déjà isolée de manière géographique, mais aussi à cause des problèmes que l'on sait, et qui fait que, voilà, maintenant, l'ouverture vers l'ouest, vers l'océan Atlantique. L'idée de Sa Majesté, c'est vous savez, il y a une tendance maintenant globale à la littoralisation. La mer, c'est la richesse. Oui. Dans le discours royal par rapport à l'Afrique atlantique, il parle des zones désenclavées. L'impact. Voilà, je parlais d'enclavement, exactement. L'impact de cette Afrique atlantique par rapport aux pays enclavés qui n'ont pas de sortie. Et donc, c'est une ouverture, comme vous avez dit, mais une solidarité et un développement de ces pays-là, et c'est une idée qu'on n'a pas encore. C'est la première fois que ça a été dit dans le discours. Dans le discours que je cite, d'ailleurs, le souverain, vous faites bien de l'évoquer, cette partie-là en particulier. Oui. Alors, bien sûr, il y a des prérequis. Il est primordial, je cite le souverain, de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional, et d'ajouter, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son discours donc de la Marche verte, parce que nous sommes convaincus que cette initiative transformera substantiellement l'économie de ces pays frères et au-delà toute la région. Le Maroc est disposé à mettre à leur disposition ces infrastructures routières, portuaires et ferroviaires. Fin de citation. Tout est dit. Voilà, exactement. Et donc là, c'est effectivement, venez, on essaye la carte du développement. D'autres ont essayé en vain la carte sécuritaire pour aider, soi-disant, ces armées, soi-disant, hein, je dis bien, soi-disant, pour aider ces armées à lutter contre le terrorisme. Et ça a fait les résultats qu'on sait, avec un coup de pied dehors.
Professeur Aboudeb, puisqu'on parle de démocratie, et nous avons assisté au dialogue atlantique à Marrakech, et il y a eu ce terme qui a été beaucoup évoqué, c'est la démocratie, dans ce nouveau Sud global. Et on voit aujourd'hui que l'Occident même est en train de lutter dans cet exercice démocratique. Exactement. Comment voir un peu l'exercice démocratique aujourd'hui en Afrique? On a la course électorale au Sénégal, les élections qui se tiennent en ce moment même en RDC, tout ce qui s'est passé. Est-ce que l'Afrique n'est pas en train de créer son propre modèle démocratique? De la démocratie made in Africa, même s'il y a plusieurs Afriques, comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle de démocratie for and by Africans. Yes. C'est-à-dire que le continent africain, de façon globale, a sa manière, essaie un peu de coller à la réalité du moment et à la logique mondiale, puisque aujourd'hui, quand même, sur le plan des paradigmes internationaux, il y a pas mal de changements. Sylvia Tiwi, tout à l'heure, a rappelé, lorsque François Mitterrand, dans son fameux diptyque lié l'aide au développement au respect des droits de l'homme, et on sait très bien... Bon, pour certains, justement, c'est à partir de l'ère Mitterrand qu'effectivement la diplomatie française, et notamment pour l'Afrique, est en chute libre. Et c'est la raison pour laquelle les Russes gagnent du terrain, puisque dans leur rhétorique, il n'y a pas de conditionnalité politique ou autre. Les Chinois, c'est le même mode opératoire, c'est business, c'est infrastructure, c'est développement, c'est protection. Il y a un narratif, les pays ne sont pas les mêmes. Prenez le Sénégal, par exemple, parce que là, il faut, je pense, donner des cas concrets. Tout à l'heure, c'est à eux à parler des pays anglophones, le Ghana, on peut parler du Kenya, même lusophones, on peut parler de l'Angola, ainsi que d'autres. Bien. Mais nous constatons quand même que dans un certain nombre de zones, il y a des résistances, si vous voulez, à ce mode. Je ne vais pas citer les pays, mais implicitement, vous pouvez comprendre que lorsqu'on dépasse 2 mandats et qu'on cherche à modifier la Constitution, pour permettre à un président en place de durer dans le temps, eh bien cela fâche, évidemment constitue des ruptures par rapport à des modalités qui sont standardisées, qui sont normées. Et donc ce qui fait que, si vous voulez, comme disait Aristote, la démocratie n'est pas un idéal parfait, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Pourquoi? Est-ce qu'il permet un roulement, si vous voulez, une alternance de pouvoir, et ça permet quand même à chaque fois de parvenir à des points d'équilibre et de permettre aux voix de s'exprimer par tous les moyens. Je crois que c'est la modalité la plus réaliste et la plus adéquate pour permettre l'émergence d'une certaine élite capable de gérer, pendant un certain moment, les affaires de la cité. Mais ce n'est pas... Les Africains, ce qu'ils ne supportent pas, c'est un modèle démocratique préapporté. Préapporté. C'est ça, en fait. Mais je voudrais revenir à la réalité de terrain. Nous avons travaillé à un moment, je m'en souviens, dans les cours de droit constitutionnel, les chefferies, j'ai cité tout à l'heure un auteur, je peux parler d'autres, Paul-François Gonidec, etc., Dumont qui avait parlé de l'Afrique est mal partie. Mais il y a une certaine personnalisation du pouvoir, il faut le dire, puisque traditionnellement l'Afrique c'était quoi? C'était des royaumes, mais il y avait des allégeances. Le tribalisme est fondamental, structurellement parlant, il explique, c'est une clé d'explication des logiques de constitution, etc. Donc il y a une certaine personnification. Alors, je me souviens que lorsqu'on faisait du droit constitutionnel, on disait que quand on parle de l'état de droit, c'est le passage d'une entité qui s'appelle la personne à une entité plus abstraite qui s'appelle l'institution ou l'État. Et donc ce sont des transitions. D'ailleurs, même les politologues avaient inventé ce qu'on appelle la transitologie pour expliquer comment les pays peuvent passer d'une étape à une autre. Or, la question, Madame Khadija, est-ce que le modèle occidental est finalement un modèle parfait? Comme disait Max Weber en parlant des idéals types. C'est-à-dire, c'est ce modèle convoité et que tous les pays, comme en économie pour Rostov, qui a parlé des étapes de la croissance économique, moi je crois, le plus important, il faut aujourd'hui être un peu réaliste et réaliser, par exemple, ne serait-ce que les objectifs du développement durable, lutter contre la pauvreté, etc. Le suivra, quel que soit le type de régime qui pourrait être en présence, le plus important, à mon sens, c'est de mettre l'homme africain avec un H majuscule au centre des politiques publiques. Bon. Donc, course électorale au Sénégal bientôt, les élections au Sénégal. RDC. Et RDC en ce moment même. En ce moment.
Bon, après, je ne sais pas, c'est pas le moment de faire des pronostics. Mais parce qu'il nous reste un point très, très important et qui a marqué cette année, c'est la guerre au Soudan, Mohamed Badiniati, oui. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle partition du pays ? Il faut peut-être rappeler pourquoi tout ça a commencé. Est-ce que c'est une guerre d'ego ? Est-ce que c'est une guerre d'intérêt ? Et vers où se dirige-t-on pour ce pays, dans ce pays dont on ne parle que peu, hein ? Parce que là, on voit avec tous les changements, là, et surtout avec la guerre à Gaza, etc., on ne parle plus du Soudan, en fait. Quasiment plus. Non, c'est un conflit qui a été mis de côté, on va dire, par la communauté internationale, puisqu'on avait déjà le conflit Russie-Ukraine et ensuite la situation à Gaza. Donc, le conflit au Soudan, on a deux personnalités très fortes de l'armée soudanaise qui finalement sont en train de s'affronter et qui sont soutenues par différents camps étrangers, que ce soit par exemple l'Égypte, la Turquie, les pays du Golfe qui cherchent aussi à jouer un rôle dans cette crise. Il y a différents intérêts économiques très importants, des intérêts géostratégiques aussi très importants du fait de la situation géographique du Soudan. Il y a un risque de partition, ça c'est sûr. Il y a un véritable drame humain qui se passe en ce moment même. Il y a une crise humanitaire assez forte. Mais il ne faut pas oublier que le Soudan, malgré sa situation politique très fragile depuis un certain nombre d'années, hein, déjà quand il y avait Omar el-Béchir qui dirigeait le pays pendant plusieurs décennies, c'était un pays qui était mis de côté internationalement du fait des positions de Omar el-Béchir et des différentes alliances qu'il avait cherché à nouer. Donc on a une population soudanaise qui est très pauvre, qui est très affectée par ces crises perpétuelles. Et maintenant, on a en plus de ça des intérêts, on va dire, régionaux et internationaux qui s'y croisent. Donc la géopolitique se mêle un peu de tout ça et ça crée un véritable problème, quel que soit on va dire, le camp qui gagne à la fin, puisqu'il y aura toujours ce problème de gouvernance. On revient à la question tribale, on revient à la question aussi de l'anthropologie, à la question de la manière dont sont dirigés ces pays-là et comment le modèle démocratique à l'occidental n'a pas fonctionné finalement depuis les indépendances. Et il y a une véritable nécessité de trouver un modèle qui soit propre, avec à la fois un leadership fort et une gouvernance qui soit efficace pour le bien des populations africaines, et notamment le cas du Soudan, parce que c'est un pays très riche en termes de ressources, notamment il y a toute la question de l'or qui est liée à tout ça. On a tout un tas de pays qui s'en mêlent et ça pose un véritable problème, parce qu'on voit que l'Union africaine n'arrive pas à quelque part jouer un rôle de médiateur. On voit que les différents pays, qui soient africains ou arabes, et sans parler de la Russie, qui a aussi un rôle avec qui joue un rôle là-dedans. C'est une situation très complexe et une nouvelle partition, je pense, serait fatale au Soudan après le Soudan du Sud il y a quelques années. Donc on est face à une vraie complexité où il y a à la fois la question de l'armement, puisqu'on a des transferts d'armes assez importants qui se font vers les deux factions, et il y a la question aussi du soutien diplomatique avec aussi tout un tas de financement et des canaux assez complexes, que ce soit pour donner de l'argent aux protagonistes, mais aussi pour extraire les ressources de ces pays-là. Ouf, bon, 2023, c'est pas très, très positif. Comme je vous l'avais promis en début de cette émission, on a commencé par faire vraiment une rétrospective et vraiment très concise en un tour de table sur sous quel signe s'est inscrite cette année qui se termine. Eh bien, l'année 2024, messieurs, vos prospectives en 1 minute. Je sais que c'est très court, parce que vous avez commencé par la reconfiguration à la géostratégique pour 2023, c'était, n'est-ce pas 2024, est-ce qu'on va continuer dans cette reconfiguration ? On va commencer peut-être les effets de cette reconfiguration entamée en 2023 vont commencer à se sentir davantage en 2024. C'est en forme de chapelet, si vous voulez. Oui. Il y a une thermodynamique au-dessous des pays qui produit des changements. D'ailleurs, les prochaines élections en Algérie 2024, en Tunisie également, il ne faut pas l'oublier, notre chère Afrique du Nord. Mais je voudrais dire là, à mon sens, que l'Afrique pourrait aussi fonctionner par des formats un peu originaux. Regardez,
Forum Russie, pays arabes, mais le slogan qui a été retenu, c'est renforcer la présence russe, non seulement dans les pays arabes, mais en Afrique. Et je crois que le Maroc l'a su intelligemment, parce que lui-même, à sa manière, on l'a dit tout à l'heure, avec cette question de l'optimisation de la façade atlantique des pays riverains, justement de cette mer, de cet océan, le deuxième au monde, ça peut fonctionner, mais grâce aussi à des appuis triangulaires qui pourraient provenir. Regardez l'Arabie Saoudite qui a lancé son forum économique avec les pays africains, les Émirats Arabes Unis dernièrement avec la visite de Sa Majesté, quand on parle du gazoduc avec le Nigeria, qui concernerait énormément de pays. Je crois que ces formes intelligents, au-delà de l'Afrique dans sa globalité, pourrait, à mon sens, réaliser tant bien que mal quelques résultats tangibles sur le terrain. Et à mon sens, cette coopération Sud-Sud, très chère à Sa Majesté qu'au-développement, pourrait apporter ses fruits, tôt ou tard. Effectivement, il s'agit aussi de se démarquer. On parle de leadership aussi. C'est pas de prendre les commandes, littéralement. Vous avez parlé tout à l'heure, Mohamed Badil Yatiwi, je finirai par vous, colonel Saoud. Vous avez commencé par parler de gouvernance régionale, de leadership continental, donc pour l'année 2023, quid de 2024 ? Je pense que la question du leadership et de la gouvernance vont se poser encore plus. Et là, on va se rendre compte que le grand avantage qu'a le Maroc, c'est d'avoir un leader avec une vision comme ça, Sa Majesté le Roi, puisqu'on a une vision claire, on a une stratégie et on a des projets. C'est-à-dire qu'on sort finalement de tous ces débats idéologiques qui ont aussi coûté beaucoup à l'Afrique durant la guerre froide, post-indépendance, des postures et peu d'actes dans beaucoup de pays africains qui ont été quelque part les victimes collatérales de la guerre froide. Et puis, depuis la fin de la guerre froide, tout un tas de débats dont on a parlé sur la démocratisation. Est-ce qu'il faut finalement adopter la démocratie occidentale ou pas? Et on a vu un certain nombre de catastrophes dans certains pays. Là, je pense qu'il faut s'inspirer pour l'ensemble des pays africains, à des degrés divers, de ce qu'essaye de faire Sa Majesté le Roi, des projets concrets, des projets d'intégration régionale, des projets de coopération sur des sujets très précis. On voit avec le gazoduc Nigeria-Maroc qui va aussi bénéficier à un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, travailler sur la question de la transition énergétique, l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, l'énergie solaire, et passer, comme je l'ai dit, d'une posture et d'une idéologie à des projets très concrets et à de l'action, avec bien entendu des feuilles de route. Pour cela, il va falloir avoir une gouvernance claire au niveau national, au niveau régional pour un certain nombre de pays, pour un certain nombre de zones, et ça sera le plus difficile puisqu'il va falloir que l'Afrique le fasse, sinon elle va continuer d'être convoitée par un ensemble d'acteurs internationaux qui vont se faire un plaisir d'utiliser ce manque de gouvernance pour justement bénéficier des ressources africaines, et les Africains resteront bien entendu à la marge. Merci Mohamed Badil Yatiwi. Colonel Saoud. Madame, je commencerai par le leadership. Leadership du Maroc, leadership royal, qui s'affirme de plus en plus, alors que le Maroc vient de réintégrer l'Union africaine. Leader du développement durable et de la diplomatie environnementale, leader de la migration, leader évidemment dans les médiations libyennes, etc. Et donc je pense qu'il y a encore de la paix aussi. Absolument. On n'a pas parlé de paix. Oui, et nous avons aussi, et il faut le dire, que dans ce pays, il y a une lutte antiterroriste affirmée. Nous avons le Centre africain des Nations Unies de formation antiterroriste, qui a déjà produit 2 promotions africaines, 12 pays qui sont déjà passés. Pour ce qui est de la prospective, il y a 3 façons, soit d'être un pessimiste intelligent, un optimiste volontaire ou un réaliste qui lève les voiles. Je pense que la conflictualité en 2024, n'en déplaise, je souhaite qu'il y aura encore de la conflictualité. La Libye, le Soudan, en République centrafricaine, la Somalie, le terrorisme. La frontière RDC-Rwanda. Absolument, Rwanda. Je pense que le tableau n'est pas reluisant et je pense... je souhaite... optimiste, la CAN 2023. Oui, bon, hey, merci de le rappeler. Bon, mais... je souhaite quand même me tromper. Oui, je vais le souhaiter aussi, Smahli Bzaf, je souhaite que vous vous trompiez. Trophée pour le Maroc.
Alhamdoulilah, il y a une bonne nouvelle, c'est la CAN. Voilà, on va finir avec cela. Heureusement que le football rapproche là la politique ou le manque justement de ce discernement politique. Et madame, c'est un point très important. Dans la réputation du Maroc qui est faite par des cabinets étrangers, parmi les choses les importantes, au-delà du sport, c'est la capacité du Maroc à organiser des grands événements. Bien sûr. Et avec beaucoup de réussite, et c'est des cabinets étrangers qui l'ont fait. Ils ont égrené tous les succès qu'a organisé le Maroc, qu'ils soient politiques, qu'ils soient... Bien sûr, et on dit ça, même s'il y a des ajustements à faire, il y a des améliorations à faire, on fait de l'autocritique aussi, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Absolument. N'est-ce pas, messieurs? Mais quand on fait des choses bien, on le dit, il y a encore des améliorations à faire, Absolument. mais on croit en ce pouvoir d'inflexion et de changer, de bouger la chose, et on croit en l'action aussi. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud. C'est moi, madame. Merci, professeur Abou Merci Dahab. à vous, Lalla Khadija. Merci à vous également, Mohamed Badili Atiwi. Merci d'avoir été avec nous depuis Abu Dhabi. Plaisir partagé, merci beaucoup. Marhaba, merci. Et bien évidemment, merci à vous pour votre fidélité à cette émission et très bonne soirée à toutes et à tous.